Bien, nous allons reprendre et je vais consacrer la leçon d'aujourd'hui et la prochaine à une étude de cas de transfiguration in situ de jardins de polyculture en essayant de montrer comment ce va-et-vient entre le mouvement entre la forêt perçue comme un macro-jardin et le jardin perçu comme une micro-forêt, comment ce mouvement que nous avons examiné au cours des leçons précédentes contribue à faire des essarts, des jardins de polyculture, des signes d'autre chose que de leur fonction vivrière. Alors, je n'ai pas été chercher très loin pour cette étude de cas, j'en examinerai d'autres, puisque je vais exclusivement parler aujourd'hui et donc lors de la prochaine leçon des jardins des Indiens Achuar de l'Amazonie équatorienne que j'ai étudié pendant plusieurs années à la fin des années 70. Je dois dire que depuis 12 ans que je donne des cours au Collège de France, c'est la première fois que je parle de mes recherches ethnographiques propres, donc ça me fait plaisir parce que ça m'a permis de replonger dans des matériaux ethnographiques que j'avais laissés s'endormir sous la poussière. Et comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, j'ai trouvé des choses que je n'avais pas vues la première fois. Et c'est donc un plaisir de trouvailles renouvelé que l'on éprouve en se replongeant dans des matériaux de ce type. Alors pour ce qui concerne les jardins, le présent ethnographique de ce que je vais vous dire, c'est les années 70, l'époque où j'ai mené mon enquête ethnographique. C'est-à-dire un moment de leur histoire où les Achuar étaient encore relativement avaient peu de contact avec le monde extérieur et où en dehors de l'introduction d'outils métalliques environ une trentaine d'années auparavant, 30-40 ans auparavant, leur technique horticole n'avait pas beaucoup changé probablement depuis plusieurs siècles. Alors je vais dire un mot de présentation ethnographique générale. Voilà les références bibliographiques. Là, je vais surtout parler de ce que j'ai fait moi, avec une petite référence à Michael Brown et Margaret Van Bolt, qui ont travaillé aussi sur la magie des jardins dans un autre groupe Jivaro de l'Amazonie péruvienne. Un petit mot d'abord sur la localisation. Donc, les Jivaros, c'est un ensemble de plusieurs groupes ou ethnies, si vous voulez, qui parlent des dialectes différents du Jivaro, qui est une langue isolée, et qui donc se répartissent à partir du piémont, vraiment de la partie supérieure du piémont andin, à peu près ici, on est environ à 600 mètres d'altitude, jusque vers les basses terres du Pérou, où on est à 150 ou 200 mètres. On distingue habituellement plusieurs groupes dialectaux, plusieurs tribus. C'est plutôt une affaire de convention d'ailleurs et d'autodénomination. Un groupe assez important qui est ici, qui est en Équateur, donc, ça c'est la frontière entre l'Équateur et le Pérou. À l'époque où j'ai fait cette carte, cette région frontalière a été contestée entre l'Équateur et le Pérou. Elle est maintenant, la frontière a maintenant été plus ou moins fixée. Donc ici, un gros bloc qui sont des gens qui s'autodénominent Shuar, mais comme tous les Jivaros s'autodénominent Shuar, c'est-à-dire personne, ça ne nous avance pas beaucoup. Les autres les appellent les nombreux, les Unsuri Shuar, c'est-à-dire les gens nombreux. Ici, c'est les Achuar, donc les gens dont je vais parler, qui se répartissent de part et d'autre de la frontière entre l'Équateur et le Pérou. Il se trouve que des mouvements d'ethnogénèse récents ont fait qu'une partie des Achuar maintenant se définissent encore autrement, ils s'appellent Chiviar, en particulier dans cette zone du Pérou. Du point de vue linguistique et culturel, c'est tout à fait des Achuar. Ici, un groupe qui s'appelle les Wambisa ou Wampis, et ici un vaste ensemble aussi, qui est à peu près aussi nombreux que les Shuar, qui sont les Awaruna ou Awahun, comme ils s'autodénominent maintenant. Un petit groupe ici qui sont les Kandoshi ou Kandwash, qui parlent une langue qui est peut-être apparentée au Jivaro, mais en tout cas qui n'est pas intercompréhensible, mais dont la culture est tout à fait semblable à celle des groupes Jivaro. Et puis tout au nord, des gens qui parlent Quichua et qui sont en partie des groupes
Givaro et d'autres groupes qui se sont forgés une identité spécifique dans le creuset des missions dominicaines et qu'on appelle les Sacharunas, c'est-à-dire les gens de la forêt en quichua, ou les Canelos, qui est le nom, la désignation conventionnelle. Donc on va parler des Achuars ici, et plus particulièrement de ceux de cette zone le long des deux rives du Pastassa, où j'ai mené l'essentiel de mes enquêtes. Du point de vue de l'habitat, la région Achuar se répartit en deux types d'écosystèmes assez différenciés. Un écosystème riverain, qui sont les terrasses alluviales qui bordent ce grand fleuve qui est le Pastassa, avec des sols fertiles, volcaniques, on n'est pas très loin des Andes quand même, qui sont donc drainés par les eaux du Pastassa, des inondations périodiques, une faune aquatique assez riche, et puis une formation très particulière qui sont ces dépressions inondées qu'on trouve un peu partout ici, qui sont des sortes de marais, ce sont des cuvettes d'argile dans lesquelles l'eau en période de pluie s'accumule et où pousse une végétation tout à fait spécifique qui sont les Mauricia flexuosa, ce qu'on appelle les palmiers bâches en Guyane, et qu'on appelle dans l'espagnol la région Aguajal, et qui s'appelle ces régions, enfin ces zones, ces cuvettes inondées, les Achuars l'appellent le palmier qui pousse dedans le Mauricia flexuosa Achu, de la sorte que le nom Achuar, c'est tout simplement une concaténation des deux mots Achu, Shuar, c'est-à-dire les gens Achu, du palmier Achu, donc on peut dire les gens du palmier des marais, pour signifier leur connexion avec ces zones inondées et marécageuses. L'habitat interfluvial, c'est donc le reste, c'est donc une zone de petites collines avec un relief parfois assez accidenté, des sols beaucoup plus pauvres que dans la région riveraine ici, argileux, assez acides, avec une faune principalement arboricoles. Bon, il y a bien sûr des mammifères terrestres, il y a des pécaris, des choses comme ça, mais qui, dans les débats entre les spécialistes de l'écologie de la région, en général de l'Amazonie, est considérée comme une zone potentiellement moins riche que la zone riveraine, ce qui n'est pas tout à fait faux du point de vue, en tout cas, de la fertilité des sols. Pour ce qui concerne l'habitat traditionnel, il est dispersé, c'est-à-dire qu'on a des maisons en général qui sont monofamiliales, mais monofamiliales, ça veut dire une famille polygame avec plusieurs femmes, avec des gendres, avec des réfugiés, donc ça peut être des maisons qui contiennent jusqu'à 25 ou 30 personnes, en général par petits groupes de 2 ou 3, donc c'est un habitat relativement dispersé. Vous avez par exemple, voilà l'écosystème riverain, c'est la vallée du Pastassa. Donc vous voyez, c'est un fleuve avec de nombreux bras et des terrasses alluviales. On distingue la couleur des sols ici qui est assez noire. Ça, c'est un écosystème interfluvial. Et donc l'habitat dispersé, voilà, c'est un modèle d'une maison. Vous avez la maison, je l'ai représentée rectangulaire, mais en réalité elles sont ovales, avec une aire désherbée tout autour, et puis le jardin qui, en général, quand il y a plusieurs épouses, comme c'est le cas ici, est réparti entre différentes épouses avec des lignes de bananiers qui distinguent les parcelles de chacune des épouses, et puis le reste, la forêt. Donc ça, c'est un habitat typique, une maison typique en habitat dispersé. Et on va donc commencer à examiner comment la conception de l'espace se développe à partir de la maison.
et en particulier, on va voir comment la forêt peut être perçue par les Achuars comme un paysage domestique plutôt que comme un paysage sauvage. Alors, du point de vue de l'organisation de l'espace, d'abord, et contrairement à l'atavisme européen qui distingue le sauvage et le domestique sur le modèle de cercle concentrique de socialisation décroissante à mesure que l'on va de la maison vers la forêt, les Achuars n'opposent pas frontalement la maison et son jardin d'une part et la forêt de l'autre, mais ils perçoivent ces différents espaces comme un continuum marqué par de petites discontinuités d'usage. L'aire de terre battue qui entoure la maison, donc ce vaste espace-là, et qu'on appelle A, je vais noter quelques termes quand même au tableau. A, c'est l'aire de terre battue autour de la maison, et Acha, c'est le jardin, qui vient de Achak, abattre, et donc Acha, c'est littéralement un essart, hein, c'est ce qui a été essarté. Donc l'aire de terre battue autour de la maison, qui est soigneusement désherbée, constitue en fait un prolongement de la maison où se déroulent bien des activités domestiques. C'est là que les hommes vont fabriquer des sarbacanes, c'est là que les femmes vont faire la poterie, c'est là qu'on va tresser les paniers, etc. Donc c'est un prolongement, c'est une sorte de patio, c'est un prolongement de la maison. Et pourtant, il s'agit déjà d'une transition avec le jardin, puisque c'est là que sont plantés, dans cette zone, en buissons isolés, les piments, les plantes cosmétiques, c'est-à-dire le roucou qui permet de se peindre en rouge, le génipa qui permet de se peindre en noir, la majorité des plantes médicinales, les simples, et les plantes à poison, dont on sert pour la pêche à la livrée, dans lequel on asphyxie les poissons. Le jardin proprement dit, Acha, donc, c'est le territoire des femmes, puisque c'est elles qui cultivent pour l'essentiel le jardin. Et pourtant, le jardin est déjà en partie façonné par les usages forestiers, puisque c'est, par exemple, le terrain de chasse favori des garçons qui vont y guetter les oiseaux pour les tirer avec de petites sarbacanes miniatures qui sont faites par leur père. Les hommes aussi y posent des pièges, notamment pour essayer d'y capturer, pour les manger, ces gros rongeurs qui viennent déterrer les tubercules comme les pacas, les agoutis et les akouchis, dont la chair assez grasse est fort appréciée des Achuars. Et du reste, comme on le verra un peu plus tard, des arbres sont épargnés au moment où l'on abat les sars, car ils portent des fruits qui attirent les oiseaux, qui permettent donc aux garçons d'apprendre à chasser avec les sarbacanes miniatures. Donc, délibérément, on protège certaines espèces, non pas parce qu'on va manger leurs fruits, mais parce que ces fruits vont attirer des oiseaux qui eux-mêmes vont servir à l'apprentissage de la chasse par les garçons. Ça, c'est le jardin vu de l'intérieur d'une maison, où on distingue assez bien donc l'espace domestique, l'espace désherbé tout autour, et le jardin qui, au fond, n'est pas très loin derrière. Ça, c'est la récolte du manioc. Oui, c'est ça, c'est des jeunes garçons qui s'apprêtent à aller en vadrouille dans le jardin, se mettre à l'affût pour chasser des oiseaux attirés par des arbres qui ont été épargnés. Plus loin, au-delà du jardin, donc dans un rayon d'une heure ou deux de marche depuis la lisière de la forêt ou de l'essart, la forêt est au fond assimilable à un grand verger que les femmes et les enfants vont visiter en tout temps pour y faire des promenades de cueillette, un peu comme on va ramasser des mûres ou des champignons, mais de façon un peu plus systématique. C'est là aussi qu'elles vont ramasser des larves de palmiers, c'est-à-dire ce sont des larves palmiers, ce sont des larves de charançon des palmiers qui prospèrent dans les palmiers, qui sont très appréciés des Achuars, comme d'ailleurs de la plupart des populations amérindiennes d'Amazonie. C'est là aussi qu'elles vont pêcher à la nivrée, donc avec du poison végétal, dans des petits cours d'eau,
dans les petits lacs où elles vont ramasser quelques kilos de poissons à chaque fois. Donc c'est un domaine là qui est connu de façon intime, où chaque arbre et chaque palmier qui donne des fruits est périodiquement visité pendant la saison de fructification, c'est-à-dire en général de décembre à mai. Et durant cette période, il n'y a pas une maisonnée à Hachoir où l'on ne mange pas quotidiennement quelques fruits de collecte. Il y a une cinquantaine d'espèces environ qui sont exploitées, des espèces alimentaires, parmi les fruits de cueillette, et parmi elles, une douzaine d'espèces sont largement dominantes parce qu'elles sont les plus communes en forêt et qu'elles sont les plus appréciées pour leur saveur. Et beaucoup de ces espèces, on le verra plus tard, sont aussi transplantées délibérément dans les jardins. Vous avez donc ici une liste de ces espèces. J'ai mis en rouge les espèces les plus communes. J'ai été obligé de séparer en deux tableaux. Vous voyez, ça fait pas mal de ressources. Certaines, on le verra, en effet, sont transplantées. Et bien que beaucoup de ces fruits de cueillette ne se mangent pas crus, mais préparés, bouillis ou bien rôtis, ils ont le même statut que les fruits des fruitiers du jardin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas servis avec les repas et qu'ils sont considérés un peu comme des friandises occasionnelles du même ordre que dans notre culture les confiseries. Cette aire de cueillette intensive, donc, qui se déploie sur environ à peu près 2 heures de marche autour de la maison, est connue dans ses moindres recoins de tous les membres de la maisonnée. L'emplacement de chaque arbre, de chaque palmier susceptible de donner des fruits est exactement repéré, et il est rare que sur une aire de 5 à 6 km², il n'existe pas au moins une vingtaine d'espèces différentes, chacune distribuée en plusieurs sujets, de sorte que la forêt proche de la maison joue véritablement le rôle d'une sorte de verger annexe au jardin. Lors de la saison des fruits, les femmes et les enfants vont quotidiennement visiter les principaux arbres et palmiers de leur domaine, se donnant ainsi l'occasion de petites promenades qui viennent rompre la monotonie des labeurs quotidiens. Et on part généralement au début de l'après-midi, juste après les travaux du jardin, les femmes et toute une ribambelle d'enfants, et on se dirige vers un groupe d'arbres bien particulier. Et les Hachoirs surveillent en effet étroitement la période de fructification de chaque plante et le degré de maturation de ces fruits, de sorte que les promenades de cueillette sont organisées de façon à opérer des rotations régulières entre les espèces, entre les différents individus au sein d'une même espèce et entre les divers moments de la période productive d'un même sujet. Au-delà de cette zone de forêt-verger, disons, commence la véritable zone de chasse, où les femmes et les enfants, en général, ne se déplacent qu'accompagnés par des hommes. Mais on aurait tort de voir dans ce dernier cercle concentrique l'équivalent d'une extériorité sauvage. En effet, le chasseur qui se déplace dans cet espace connaît chaque pouce de son territoire, qu'il parcourt de façon presque quotidienne. Il y a d'ailleurs des sentiers qu'il a forgés au fil du temps, qui sont à peine visibles pour un œil non exercé, puisque c'est essentiellement des branches qui sont cassées de loin en loin et qui tranchent lorsqu'on se déplace dans la forêt par un contraste de soit une feuille vernissée, par exemple, qui devient mate, ou bien évidemment une branche qui, du fait qu'elle est cassée, va jaunir et va donc contraster aussi par sa couleur, qui fournit ainsi des repères visuels que l'on suit presque inconsciemment sur un chemin. Mais cela dit, on voit à peine les traces au sol.
Les animaux que le chasseur rencontre dans cette zone ne sont pas pour lui des bêtes sauvages, comme elles le seraient pour nous, mais des êtres presque humains, puisque tous les animaux ont une âme, qui doit négocier avec eux, qui doit négocier avec les esprits qui contrôlent ces animaux, qu'il doit les cajoler, qu'il doit les séduire pour les soustraire justement à l'emprise et à la protection des esprits qui les contrôlent. C'est aussi dans cette zone de forêt plus lointaine que les Hatchoirs édifient des sortes de loges de chasse. La zone, vous avez bien compris, qui environne immédiatement la maison, là, ce que j'appelle la forêt verger, elle est parcourue de façon intensive et donc il y a peu de gibier. Il peut y avoir une harpe de pécari qui passe par là, ou il peut y avoir un tapir égaré ou une bande de singes hurleurs, mais en général, il y a moins de gibier que dans la forêt plus profonde. Et donc, pour chasser de façon plus systématique, lorsqu'on a besoin, par exemple, on organise une fête d'une grande quantité de viande, on va aller s'installer dans ces loges de chasse qui sont à 3 heures de marche, 4 heures de marche de la maison principale, qui sont juste un abri rudimentaire, parfois avec quelques plantations. Et au fond, ce qui est très frappant dans ces loges de chasse, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'être dans... C'est pas l'enfer vert, c'est pas un bivouac dans une forêt hostile. On a plutôt l'impression d'être dans un cabanon provençal ou dans une palombière. Les rapports entre les c'est une famille en général qui l'occupe, entre les membres de la famille sont d'ailleurs moins formels et moins protocolaires qu'ils ne le sont dans la grande maison. Et on voit donc au fond que la forêt profonde n'est guère moins socialisée que la maison et que ses abords cultivés. Donc ces différentes zones, ces différents espaces, ces anneaux concentriques à partir de la maison montrent une porosité en fait dans les usages, et ni dans ses modes de fréquentation, ni dans ses principes d'existence, la forêt profonde ne présente aux yeux des Hatchoirs le moindre semblant de sauvagerie. Alors, la forêt est en partie conçue comme un jardin, c'est quelque chose qu'on a vu auparavant pour d'autres cultures amérindiennes. Et dans le cas des Hatchoirs, ça n'a évidemment rien de surprenant si l'on songe que leur pratique culturelle exerce une influence directe sur la distribution et sur la reproduction des plantes sauvages. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, les Hatchoirs transplantent et acclimatent dans leur jardin une quarantaine d'espèces non domestiquées qui prospèrent ensuite dans les friches lorsqu'ils abandonnent leur jardin au bout d'une période qui oscille entre 3 ans dans la zone d'habitat interfluvial et puis une dizaine d'années dans la zone d'habitat riverain, et qui prospèrent donc ces plantes transplantées dans les friches au détriment des espèces cultivées qui disparaissent assez rapidement. Vous avez ici ça c'est les cultigènes à usage alimentaire, mais ce n'est pas ça que je cherchais. Il y a une quarantaine d'espèces, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Voilà les espèces sauvages qui sont transplantées dans les jardins avec leurs différents usages. Vous voyez, certains, par exemple, il y a beaucoup de fruitiers, des narcotiques, des poisons de pêche sylvestres, mais aussi l'ortie pour se fouetter en cas de rhumatisme, un savon végétal qui est une grosse racine qui sert de savon végétal, des plantes médicinales, y compris une petite plante, une pipéracée qui sert à faire le hochet dont se sert le chaman lors des cures chamaniques. Donc on transplante un très grand nombre d'espèces qui ont des usages tout à fait différents. Et au bout d'une vingtaine d'années, après l'abandon du jardin, ce sont ces espèces transplantées qui vont dominer la végétation de la friche, de sorte que, comme on l'a vu précédemment dans d'autres exemples de forêts cultivées en Amazonie, la sociologie végétale de la forêt se transforme au fil du temps profondément. Les essarts en activité
ou abandonnés depuis peu attirent aussi des prédateurs animaux. C'est un phénomène qu'on a déjà vu pour l'Amazonie très courant, lesquels, en disséminant des graines de plantes sylvestres dont ils s'alimentent, tout particulièrement les palmiers, les différentes espèces d'inga, les guabas, vont évidemment se prospérer dans les jardins. Et les femmes qui cultivent les jardins et qui les désherbent très méticuleusement reconnaissent les jeunes pousses lorsqu'elles germent et se gardent bien de les arracher lors du désherbage avec les autres plantes adventices. Souvent, ces plantes n'ont pas le temps de donner des fruits. Un palmier ou un fruitier, si un jardin est cultivé pendant 3 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, c'est le temps que ces espèces viennent à maturité, le jardin aura été abandonné. Mais ces plantes donc, vont se combiner aux espèces sauvages transplantées, donc les plantes adventices, si je puis dire, utiles, vont se combiner avec les plantes sauvages transplantées pour constituer, une trentaine d'années après l'abandon du jardin, une portion de forêt avec une forte concentration d'arbres fruitiers. Concentration non naturelle, évidemment. Et au fil des générations et au fil de ce cycle de renouvellement des essarts, une portion non négligeable de la forêt se convertit donc en un verger dont les Achuars n'hésitent pas à reconnaître le caractère artificiel sans que cet effet ait pour autant été délibérément recherché. On peut vérifier ça par exemple au fait que lorsque des Achuars passent par un ancien site d'habitat qu'ils reconnaissent et où plus rien ne subsiste de la présence humaine, ils vont commenter précisément la longévité et la vigueur des espèces sauvages transplantées encore présentes ou épargnées encore présentes et dont ils remarquent précisément qu'elles furent certainement transplantées ou épargnées parce qu'elles sont beaucoup plus denses là que dans d'autres portions de forêt. Enfin, les Achuars mesurent aussi fort bien l'incidence des anciennes jachères sur la chasse, puisque les zones de forte concentration de plantes sylvestres comestibles sont plus fréquentées par les animaux, ce qui influe à long terme sur la démographie et sur la distribution du gibier. Ce sont donc ces zones des zones d'affût privilégiées, de même que les salines où les animaux viennent chercher du sel, ces anciennes zones d'habitat où il y a une forte densité de fruitiers sont des zones d'affût. Donc on est vraiment ici typiquement dans ce que Deneven et Paddock ont appelé, j'avais fait référence à leur article au cours d'une leçon précédente, Sweden Fallow Agroforestry, une agroforesterie de friches et sarfriches. Alors examinons à présent la façon dont les Achuars conçoivent la forêt, son origine et son développement. À l'instar de la plupart des réalités matérielles et idéales dans leur environnement, la forêt est vue par les Achuars comme le produit intentionnel d'une activité, d'une agence, d'une agentivité, une agency en anglais, et en l'occurrence, c'est celle d'un esprit qu'ils appellent Shakheim. Alors, qui est ce Shakheim? Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, pour mieux comprendre la nature des relations que les Achuars nouent avec lui, il faut que j'apporte d'abord quelques éclaircissements sur les moyens employés pour communiquer avec cet esprit, comme avec d'autres existants humains et non humains, et en particulier un moyen fondamental dans la vie des Achuars, qui est une sorte d'incantation magique qui joue un rôle tout à fait prépondérant et que les Achuars appellent, pas seulement les Achuars, d'ailleurs les autres groupes Jivaro aussi, Anent.
Ce terme anent procède de la même racine que ininde, le cœur, et c'est un organe donc, dont les Achuar pensent qu'il est, comme beaucoup de gens dans le monde d'ailleurs, qu'il est le siège de la pensée, de la mémoire et des émotions. Et les incantations anent sont ainsi des discours du cœur, c'est-à-dire des suppliques intimes destinées à influer sur le cours des choses. Tous les anents ont une structure mélodique à peu près identique et ils ne diffèrent entre eux que par le contenu, donc par leurs paroles. Mais comme ils procèdent directement du cœur, ils n'ont pas nécessairement besoin d'une médiation vocale pour atteindre leur destinataire. Et le plus souvent, on va les chanter mentalement ou sotto voce plutôt qu'à voix haute. Et parfois aussi, au lieu de chanter, les hommes décident plutôt d'interpréter leur anent sur un instrument de musique, sur une vielle à 2 cordes par exemple, ou sur des différents types de flûtes, guimbardes. Et l'exécution instrumentale donne simplement la ligne mélodique, tandis que les paroles de l'incantation sont chantées mentalement par l'interprète. Le répertoire des anents est immense, et en fait, dans la mesure où c'est la plupart du temps chanté mentalement, j'avais le sentiment, en étant avec les Achuar, lorsqu'ils ne parlaient pas, que soit ils parlaient entre eux, soit ils chantaient des anents. C'est-à-dire, soit ils s'adressaient à des interlocuteurs absents, que je ne voyais pas, par l'intermédiaire de ces discours du cœur. Ils s'adressent, au fond, il y a des anents qui sont adaptés à toutes les circonstances imaginables de la vie publique et de la vie domestique. Alors, on adresse ces suppliques à toutes sortes de destinataires, dont les Achuar postulent qu'ils sont dotés d'une sensibilité réceptive, c'est-à-dire susceptibles d'être convaincus, séduits ou charmés par le contenu hautement allégorique des anents. Donc, on peut diriger ces incantations non seulement, évidemment, vers des êtres humains, éloignés par exemple, mais aussi vers les esprits des animaux, des plantes, des météores, etc. Les anents sont relativement courts et sont très spécialisés dans leurs objectifs. Il en existe pour assurer le bon déroulement des différentes phases de la guerre, de la chasse, de l'horticulture, de la construction des maisons, pour améliorer le flair et la pugnacité des chiens, pour accompagner la confection du curare et de la poterie et des sarbacanes, pour susciter des sentiments amoureux, pour raffermir l'harmonie conjugale, pour bien s'entendre entre les beaux-frères. Enfin, le répertoire est gigantesque. Et dans la mesure où les anents constituent l'un des vecteurs privilégiés de l'activité de contrôle symbolique déployée par les hommes et par les femmes, évidemment, la possession d'un répertoire riche et varié, s'adaptant à toutes les circonstances, est un objectif poursuivi par tous les Achuar qui aspirent à mieux maîtriser les contraintes invisibles influant sur leur pratique. Mais la chose est difficile car les anents sont des trésors qui sont jalousement gardés, thésaurisés, transmis seulement par des proches parents du même sexe, en général de père à fils, de mère à fille et de beau-père à gendre, dans des circonstances tout à fait particulières. Il arrive parfois qu'on puisse les acquérir d'un esprit au cours d'un des voyages de l'âme, par exemple lors des rêves, lors des transes hallucinatoires induites par des narcotiques. Et de fait, c'est une situation en fait assez rare. Donc les anents sont secrets et on ne les chante jamais en public, mais dans la solitude du jardin, lorsqu'on chante à voix haute, ou de la forêt. Donc il est hors de doute que les Achuar se représentent, et les Jivaros en général, les anents comme des instruments puissants et efficaces dont la possession est un atout décisif dans tous les domaines de l'existence. Ces chants possèdent certaines propriétés remarquables qui leur confèrent une position prépondérante dans l'arsenal des moyens magiques dont les Achuar disposent pour agir sur le monde, visible ou invisible d'ailleurs. En premier lieu, la catégorie du chanté
fonctionne comme une sorte de mécanisme métalinguistique qui sert à modifier la nature très particulière d'un énoncé. Ces anentes sont allégoriques, métaphoriques, mais ils ne sont pas chantés dans une langue codée, ésotérique. En revanche, le fait de les chanter va les définir d'un point de vue métalinguistique comme un énoncé d'un type particulier. En effet, s'il y a quelques idiotismes qui sont propres à la stylistique de l'anente, ils ressortent davantage de la prosodie que d'un souci de rendre le chant ésotérique. Alors, le mode du chanté permet de désigner clairement l'altérité profonde d'un énoncé au regard d'un énoncé normal qui aura été prononcé dans des circonstances profanes et non chantées. Dans quelles circonstances est-ce que ce discours, ce mécanisme est opératoire? Eh bien, lorsque le discours du cœur doit atteindre le cœur d'un destinataire qui est spatialement ou ontologiquement éloigné. Spatialement, si c'est un humain, lorsqu'il par exemple un homme part à la guerre, il va, pour plusieurs semaines, il va chanter des anentes pour agir sur le cœur de son épouse ou de ses épouses de façon à ce qu'elle pense à lui, qu'elle ne l'oublie pas, etc. etc. Mais c'est aussi un interlocuteur qui peut être ontologiquement éloigné, c'est-à-dire avec lequel la communication en langue naturelle, en langue ordinaire, n'est pas opératoire, si vous adressez à une plante ou un animal, par exemple. Donc il s'agit soit de communiquer avec un être qui n'est pas physiquement présent, soit de communiquer avec un être non humain, mais qui possède certains attributs de l'humanité, notamment la capacité de ressentir les émotions et de réagir aux injonctions que l'anente contient. Par ailleurs, un caractère intéressant des anentes, dont je suis beaucoup servi dans l'analyse des atchoirs, c'est que c'est un mode d'expression qui autorise et qui révèle tout à la fois la libre interprétation du champ symbolique commun à tous. Alors, par exemple, c'est vrai que ces chants sont réputés n'être efficaces qu'à la condition d'être réitérés exactement dans les termes où ils ont été appris, sans enjolivure, sans addition. Mais bien que ces anènes sont transmis sous une forme canonique, et donc on doit les mémoriser, chacun d'entre eux a été composé initialement par un auteur anonyme comme une sorte de glose intime sur un thème mythique ou sociologique stéréotypé. Et en ce sens, l'anente entretient des rapports très particuliers avec la mythologie dont il constitue une sorte de mode d'emploi ou de voie d'accès. En effet, dans cette société, les Atchoirs, où la connaissance des mythes ne tient pas une place prépondérante, il y a des gens qui en savent, d'autres qui en savent moins, d'autres qui en savent très peu. Ce n'est pas quelque chose de fondamental, on y raconte quelquefois le matin aux enfants, mais ça ne joue pas un rôle à l'évidence très important dans la vie quotidienne. Donc dans cette société, c'est la glose individuelle, elle s'exerce moins dans un commentaire sur un mythe ou dans le fait de connaître des variantes d'un mythe, elle s'exerce dans la recomposition et la réarticulation de certains éléments mythiques opérés dans ces champs magiques que sont les anènes. Donc les mythes sont une sorte de socle fondateur d'un lexique général des propriétés des non-humains, lexique qui est connu de tous, alors même que le corpus mythologique dont il est issu ne l'est que de quelques-uns. Et c'est dans ce lexique que chacun va puiser afin de donner un sens aux incidents de la vie quotidienne et aussi pour tenter d'agir sur le monde. Donc le champ de représentation déployé dans les anènes est remarquable parce qu'il révèle à l'observateur
les éléments intériorisés qui organisent l'interaction quotidienne des Achuar avec une foule d'interlocuteurs humains et non humains, des plantes, des animaux, des esprits, etc. Alors, après ce long détour, revenons maintenant à cet esprit appelé Shakaim. C'est un esprit masculin qui a pour principale fonction de guider les hommes dans leurs travaux d'essartage et à qui ils adressent donc des anentes appropriées dans ces circonstances. Malheureusement, je n'ai pas réussi, je sais qu'il en existe, mais je n'ai pas réussi à en recueillir. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Dans ces anentes, d'après ce que l'on m'a dit, Shakaim est diversement présenté comme l'époux ou comme le frère de Nungui, autre personnage très important sur lequel je reviendrai plus tard, probablement dans la prochaine leçon, qui est l'esprit féminin qui veille sur les jardins et qui gouverne donc, qui régit la destinée des plantes cultivées. Shakaim, lui, régit les plantes sauvages. Et en tant que tuteur des populations végétales de la forêt, Shakaim visite les rêves des hommes et, avant un essar, et il leur indique les meilleurs endroits pour ouvrir de nouveaux jardins. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que la forêt est vue par les Achuar comme une immense plantation où Shakaim exerce ses talents de jardinier. Donc il est le mieux placé pour savoir quels sont les terrains les plus fertiles, là où ces enfants sylvestres s'épanouissent avec exubérance. Shakaim est parfois mentionné dans les anentes féminins de jardinage, et c'est là que je l'ai initialement trouvé, car comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas réussi à recueillir d'anentes masculins, même si, évidemment, les hommes glosent sur ces attributs. Alors, on peut juger du rapport très particulier que les femmes entretiennent avec cet esprit des plantes sylvestres par les anentes qui suivent. C'est une traduction, bien sûr. Mon petit père, tu es comme Shakaim, tu es comme Shakaim. Ici même, frère de la femme Nungui, comment pourrais-tu devenir malade ? Ici même, mon petit frère s'en est allé, ayant débroussaillé les plantations de Shakaim. Alors c'est un anène qui est adressé à l'époux de la chanteuse, qui est appelé successivement petit père et petit frère, selon la convention des chants magiques, qui exige qu'un égo féminin invoque toujours son mari avec un terme non pas d'affinité, mais de consanguinité. La femme établit ici une double équivalence entre Shakaim et son époux, d'une part, et entre Nungui, l'esprit féminin des jardins, et elle-même, d'autre part. Le lien de germanité postulé qui existe entre ces deux esprits, Shakaim et Nungui, venant se substituer au lien d'affinité réel entre l'homme et la femme, entre les deux conjoints. Donc il s'agit tout à la fois d'un anène qui est un hommage rendu par la chanteuse à son époux pour lui avoir ouvert un essar dans la forêt, qu'elle appelle plantation de Shakaim. Hein. Ici même, mon petit frère s'en est allé ayant débroussaillé les plantations de Shakaim. Il a donc ouvert un essar, il a substitué, il a abattu les plantations de Shakaim pour lui permettre de substituer les plantations que la femme elle-même va planter à la place, en même temps que c'est un souhait aussi pour que son époux, aussi vaillant que Shakaim, conserve longtemps la force de lui abattre de nouveaux jardins. Autre chant consacré par une femme, enfin adressé par une femme à Shakaim. Étant une femme Nungui, allant seulement dans mon propre petit jardin, allant par le grand fleuve, je vais remplissant à ras-bord. Qu'est-ce que tu pourrais être ? Là où est la femme Nungui, que n'y aurait-il pas ? Venez tous, mes comestibles, dans mon petit jardin. L'homme Shakaim, la petite femme Nungui, celle qui dit « Je suis la femme des comestibles », là tu vas planter, disent-ils, là tu vas planter. Étant une femme Nungui, je vais
par le grand fleuve. Donc il s'agit là encore d'un anent où la chanteuse marque sa volonté d'identification à Nungui, l'esprit féminin des jardins, mais l'identification s'y combine à un dédoublement, puisque Nungui, en tant qu'entité autonome, apparaît également en conjonction avec Shackheim pour indiquer à la femme les espaces les plus appropriés pour ces plantations. Et lorsqu'une femme adopte le rôle de Nungui dans un anent, elle opère donc une mise en scène visant au captage des attributs de l'esprit tutélaire, tout en sachant pertinemment que leurs deux essences restent distinguées et que Nungui ne va pas venir s'incarner en elle. Je parlerai plus longuement de Nungui lors de la prochaine leçon. Revenons maintenant à Shackheim. Dans le panthéon, si l'on peut dire, des esprits tutélaires, Shackheim occupe une position relativement marginale ou effacée, sans commune mesure avec la position de Nungui, sa sœur ou son épouse. Aucun mythe ne lui est consacré, ni chez les Achuar, je n'en ai pas trouvé dans la littérature sur les autres groupes Jivaro non plus, et il semble n'exister dans les représentations quotidiennes que sous cette forme dérivée et presque frappée de l'amnésie de son origine qui caractérise le symbolisme à l'œuvre dans les anentes. Cette relative marginalité de Shackheim, elle est probablement attribuable au statut ambigu qui le définit. En effet, Shackheim, en tant que maître des plantes sauvages ou sylvestres, ne s'articule pas à une sphère de la pratique clairement assignée, mais il participe plutôt de plusieurs domaines sans en dominer aucun. Il est bien un esprit de la forêt, et pourtant, il n'a pas d'incidence sur la chasse, qui est l'activité paradigmatique des hommes dans la forêt, et pour laquelle les hommes doivent constamment négocier avec d'autres races d'esprits qui contrôlent le gibier, et notamment en leur adressant des anentes. C'est également un esprit de l'essar, puisque c'est à lui qu'on s'adresse au moment de faire l'abbati, il conseille les hommes à ce propos, mais il ne gouverne pas non plus le jardinage, qui est une activité paradigmatique des femmes, placée sous la férule de Nungui, l'esprit des jardins. Et c'est peut-être parce que le jardinage des plantes sauvages, auquel Shackheim se consacre, c'est l'esprit de la sylviculture, si on veut, de l'arboriculture, ce jardinage n'est pas perçu par les Achuar comme une activité intentionnelle des humains, du même ordre que la chasse, par exemple, ou du même ordre que le jardinage. C'est peut-être pour cela qu'elle ne requiert pas un concours actif des esprits, à la différence de ce qui se passe avec ces deux autres activités. Comme je l'ai dit, en effet, l'anthropisation de la forêt est le produit accidentel des modalités de l'usage du milieu par les humains, et c'est probablement cela que les Achuar reconnaissent lorsqu'ils confient à un esprit subalterne le soin de s'occuper de la sylviculture. Regardons maintenant le thème du jardin comme microforêt. On voit ce qu'il en était de la forêt comme un macro-jardin. Voyons maintenant le jardin comme microforêt, à la fois du point de vue de son organisation technique et comme signe d'autres réalités que sa fonction directement nourricière. D'abord, il est hors de doute que le jardin Achuar correspond parfaitement au modèle de Geertz que j'ai discuté au cours d'une leçon précédente, c'est-à-dire qu'il reproduit dans sa structure étagée et dans ses taux très élevés d'agrobiodiversité le modèle général d'une forêt tropicale climatique. Ça se mesure d'abord au nombre, je dirais, exceptionnellement élevé de cultigènes et de cultivars plantés par les Achuar dans les jardins.
une soixantaine d'espèces cultivées, réparties en 130 variétés, dont 22 pour la patate douce, 17 pour le manioc et autant pour le bananier, 12 pour l'igname. Je n'ai pas pu toutes les regrouper dans un même tableau, mais vous voyez que même pour des plantes comme le piment, il y a 8 variétés différentes, 12 pour l'igname, 7 pour les arachides. Donc il y a une très grande agrobiodiversité. Chez les Jivaroa guaruna du Pérou, Jim Boster, qui a principalement travaillé là-dessus, a identifié plus d'une centaine de variétés pour le manioc doux. Toutes les variétés, évidemment, mentionnées dans la liste ne sont pas nécessairement présentes dans tous les jardins. Toutes les espèces sont présentes dans tous les jardins, mais pas toutes les variétés. D'autant que certaines de ces variétés sont spécialement adaptées aux exigences qui sont assez différenciées de l'habitat riverain et de l'habitat interfluvial. Cependant, en moyenne, chaque jardin contient au moins une demi-douzaine de variétés des espèces alimentaires les plus utilisées, c'est-à-dire manioc, plantain, patate douce et igname. Et cette diversité des variétés ne répond pas particulièrement à un impératif gastronomique, car sauf pour des variétés de manioc qui sont employées pour faire la bière de manioc, les différences de saveur entre les variétés sont relativement peu notables. La diversité de variétés ne répond pas non plus à un impératif techno-agronomique qui viserait à diminuer globalement les risques de maladies pouvant affecter une espèce ou une variété en multipliant les clones éventuellement résistants à certains agents pathogènes, car du fait probablement de l'isolement des hachoirs, la situation phytosanitaire des jardins est excellente dans l'ensemble. En fait, cette inclination des hachoirs à faire croître dans leur jardin un nombre considérable d'espèces et de variétés manifeste plutôt un rapport très particulier que les femmes entretiennent avec les plantes qu'elles cultivent. Au fond, savoir faire pousser une riche palette de plantes, c'est montrer sa compétence d'horticultrice, c'est assumer pleinement le rôle social principal attribué aux femmes en témoignant d'une grande virtuosité agronomique. Certaines variétés qui sont cultivées en un nombre très restreint d'exemplaires le sont surtout d'une manière quasi expérimentale afin de tester jusqu'à la limite les capacités de pouvoir symboliques qui sont au fondement de l'activité horticole. Et ça, cette attitude, elle était manifeste, par exemple, dans les demandes qui étaient constamment adressées à ma femme et à moi d'apporter des plantes de notre pays. Donc on arrivait, à chaque fois, on se faisait expédier plutôt des graines de chez Dépal, et puis il y avait toutes sortes de tentatives agronomiques qui généralement se terminaient mal, parce que autant les espèces locales étaient adaptées aux prédateurs, aux insectes, etc., autant les tomates, les courgettes, les aubergines et autres légumes que nous apportions se faisaient rapidement dévorer par les insectes. Mais il y a une espèce de plaisir presque esthétique que procure aux femmes hachoirs la constitution d'un jardin opulent, très diversifié dans ses espèces. Et cela indique assez, au fond, que toute plante nouvellement accessible est immédiatement adoptée, même si sa part dans l'alimentation doit rester dérisoire. C'est le cas, par exemple, de l'oignon, des agrumes, qui commençaient à pénétrer à l'époque dans la région, pas du tout appréciés véritablement pour leur vertu gastronomique, mais valorisés parce qu'ils venaient de l'extérieur. Autrement dit, l'agrobiodiversité, elle est recherchée en elle-même comme une valeur en soi, sans que l'on puisse dire pour autant, de façon certaine, faute d'un discours explicite à ce sujet, que la biodiversité de la forêt en constituerait le modèle.
Alors, outre les espèces alimentaires, les hachoirs plantent aussi, une trentaine d'espèces pour des usages non alimentaires divers. Il y a des plantes cosmétiques, donc le roucou, le génipa, des plantes textiles comme le coton, des plantes qui servent à confectionner des récipients comme le calebassier, les différentes espèces de gourdes, sans compter évidemment les poisons de pêche que j'évoquais tout à l'heure, des plantes narcotiques, des plantes médicinales, etc. Et du fait de la contrainte d'autosuffisance qu'impose un habitat très dispersé, toutes ces plantes sont présentes dans tous les jardins. Si on a besoin d'une calebasse, il ne faut pas pouvoir marcher 2 jours pour se procurer une calebasse. Donc il est nécessaire d'avoir un calebassier dans son jardin. Et enfin, les hachoirs cultivent communément une quarantaine d'espèces sylvestres, on l'a vu, transplantées. Et c'est peut-être au nombre de ces espèces, qui peut varier dans un essart singulier d'une demi-douzaine à plus de 30, qu'on reconnaît véritablement la complétude agronomique d'un jardin. Lorsqu'elles ne s'y trouvent pas à l'état naturel, parce qu'elles sont épargnées, par exemple, lors de l'essartage, les plantes sauvages les plus couramment transplantées sont celles qui produisent des fruits. Ce sont des palmiers, le palmier aguaje, le palmier liarina, le palmier chambira, le manguier sauvage, apay, le sapotier, l'arbre à pain, pitiu, et différentes espèces de guaba sylvestres. On les avait vus tout à l'heure. Alors, sans doute, il en va du goût des hachoirs comme du nôtre, qui sait apprécier à son juste mérite l'agréable diversité des fruits de saison. Et c'est là un puissant motif pour cultiver à portée de la main ce qui n'est ordinairement accessible qu'après une expédition de cueillette en forêt dans cette partie voisine de la maison que j'ai appelée la forêt verger. Mais on trouve aussi parmi ces espèces semi-cultivées des plantes rarement utilisées, comme je l'ai signalé tout à l'heure, comme le buisson pour faire les hochets chamaniques ou l'ortie. Et là encore, l'espèce de plaisir qui est manifeste dans le fait que les femmes souhaitent cultiver le plus grand nombre possible de cultigènes et de cultivars, ce désir de complétude, ce désir d'y entretenir la plus grande variété d'espèces se manifeste dans le fait de transplanter aussi le plus grand nombre d'espèces sylvestres dans un jardin, sans compter que ce n'est pas facile. Manipuler des espèces domestiques, c'est plus facile que de manipuler des espèces sylvestres, et donc il y a une sorte de défi technique dans le fait de transplanter le plus grand nombre possible d'espèces sylvestres. Ça s'assimile d'une certaine façon à cette sorte de satisfaction esthétique de la collection de plantes que l'on trouve souvent dans les jardins d'agrément ailleurs dans le monde, ou dans les motivations d'ailleurs de certains des jardiniers qui ont des jardins d'agrément et qui souhaitent avoir la plus grande diversité possible de fleurs dans leur jardin. Autrement dit, la diversité végétale des jardins hachoirs, qui est probablement l'une des plus élevées dans le bassin amazonien, n'est pas strictement fonctionnelle, et il n'est pas interdit de penser qu'elle relève peut-être d'un désir d'émuler à une autre échelle la diversité de la composition floristique de la forêt. Mais la biodiversité dans les jardins se manifeste aussi, comme dans la forêt, par le mélange systématique des espèces et des variétés dans la plantation. La plantation suit un ordre immuable. Après que les hommes aient planté des bananiers en bordure du jardin, et le long de ces divisions internes lorsqu'il y a plusieurs épouses, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma du jardin, les femmes prennent le relais et commencent la plantation du manioc uniformément sur toute la parcelle, en ménageant seulement quelques espaces vides où seront cultivés les arachides, les haricots et les tubérules, l'igname, le taro, etc. Les boutures de manioc sont fichées en terre régulièrement,
et les femmes plantent ensuite de façon séparée les arachides et les haricots dans les lopins qui leur ont été réservés. Au sein de la petite forêt de boutures de manioc qui couvre désormais le jardin, les femmes vont planter ça et là, sans ordre défini, les tubercules, donc, les courges, les papayers et les autres cultigènes alimentaires. Les hommes vont planter, eux, les poisons de pêche, dont la manipulation est exclusivement masculine. L'exception du manioc, qui, du fait de son ubiquité, est nécessairement mêlé à tous les autres cultigènes, n'existe pas de groupe de plantes spécialement associées entre elles. En revanche, de telles associations sont pratiquées par les aguarunas, Awarkun, un autre groupe givaro au sud, que j'ai mentionné tout à l'heure sur la carte, pour des raisons qui ne sont que très superficiellement agronomiques. Selon Michael Brown et Margaret Van Bolt, en effet, les aguarunas complantent le manioc avec des maranthes, des malangas, qui est un xanthosoma, une sorte de taro américain, et des achiras, afin, disent-ils, que ces plantes abreuvent le manioc. Car, comme on le verra un peu plus tard, pour les achuars comme pour les aguarunas, la plupart des plantes du jardin sont vues comme des personnes dotées d'une âme et qu'il faut donc que les humains traitent comme des partenaires sociaux. C'est particulièrement le cas du manioc, dont les jeunes plants, dit-on, sont constamment assoiffés. Et si on ne les abreuve pas, ils vont se nourrir du sang des femmes qui les cultivent et de celui de leurs enfants en bas âge qui les accompagnent au jardin et que le manioc prélève par ses feuilles. Donc, comme il y a du manioc partout dans un jardin, quand on circule dans un jardin, nécessairement, on est constamment effleuré par des feuilles de manioc qui ressemblent, c'est aussi très courant dans les mythologies amazoniennes, à une main. On a vu, hein. Vous voyez. Et donc, on est constamment effleuré par ces mains qui viennent aspirer, en quelque sorte, superficiellement, le sang des humains. Donc, en fournissant de l'eau aux jeunes plants de manioc, les maranthes, les achiras, les malangas défléchissent ainsi le danger qu'encourent les femmes, tout en permettant une bonne croissance du manioc. Alors, plutôt qu'un savoir agronomique populaire métaphorisé en une croyance animiste, il faut voir dans la prescription de cette association entre le manioc et ce groupe d'autres plantes un principe commun à tous les groupes givaraux, à savoir que les plantes du jardin sont des personnes qui vivent en famille, qui communiquent entre elles et qui s'entraident, de sorte que les sarres, le jardin, constituent une sorte de micro-société végétale, analogue à la société humaine, à laquelle les humains doivent veiller à fournir de bonnes conditions de développement. Et chez les achuars, ça ne se traduit pas comme chez les aguarunas par des associations préférentielles de plantes, mais par des recommandations de ne pas planter certaines espèces à côté d'autres. C'est le cas surtout des poisons de pêche cultivés, c'est pour ça qu'on les plante près de la maison et rarement dans le jardin lui-même. Les deux espèces de poisons de pêche cultivés, le Clibadium et le Loncocarpus, sont, disent les achuars, indisposent les jeunes plants de manioc et les rendent malades. Alors, il ne semble pas que, d'un point de vue strictement botanique ou pharmacologique, les plantes pesticides exercent un effet négatif sur les autres espèces plantées à proximité. Et il faut voir, là encore, dans cette recommandation, une illustration de l'idée du jardin comme une micro-société avec ses formes d'entraide et ses formes de conflit. Je reviendrai longuement lors de la prochaine leçon sur cette caractéristique du jardin et sur ses conséquences du point de vue de sa conversion en paysage.
Je vais terminer là pour dire simplement en conclusion qu'une quinzaine de mois après la plantation, le jardin a pris sa physionomie définitive avec sa structure à 3 étages reproduisant en miniature la forêt climatique environnante. Au niveau supérieur, on a les larges feuilles des bananiers, des papayers, qui offrent çà et là un premier obstacle à l'action destructive des pluies et du soleil. Au niveau intermédiaire, on a les plants de manioc, de naranjille, de poison végétal, le longocarpus, qui constituent une couverture relativement dense et presque uniforme, qui aide encore à la protection du sol contre le lessivage. Et au ras du sol, enfin, se déploie en taches le tapis végétal embrouillé des taros, des courges, des ignames, des patates douces, etc. Et cette imitation de la forêt, de la végétation sylvestre, contrebalance les effets destructeurs du climat et permet d'utiliser au mieux le potentiel médiocre des sols, notamment dans l'interfluve. Donc la végétation étagée du jardin, bien qu'elle soit beaucoup moins dense et stratifiée que celle de la forêt climatique, contribue néanmoins à ralentir l'inéluctable érosion et lessivage des sols, tout particulièrement sur les pentes des collines. Au terme de ce premier parcours dans la gestion du monde végétal par les Alchoirs, donc on a pu vérifier 2 choses. D'abord que la forêt est bien perçue par eux comme un macro-jardin. Ensuite, que le jardin a toutes les allures d'une micro-forêt. La forêt prend aux yeux des Alchoirs l'apparence d'un espace cultivé, non parce qu'ils y mèneraient des opérations systématiques et délibérées de sylviculture, ce qui, au vu de la discussion critique que j'ai menée sur cette question, ne semble être le cas nulle part en Amazonie sous cette forme, même chez les Kayapos, mais bien parce que les Alchoirs ont conscience que leurs activités proprement horticoles, notamment l'acclimatation d'espèces sylvestres dans les jardins, ont une incidence directe sur la composition et sur la distribution des espèces végétales en forêt. Et lorsque les Alchoirs attribuent à Schakheim la fonction de jardinier des espèces sylvestres, ils ne font rien de plus que de transformer cet esprit en une sorte de symptôme magnifié de leur conscience de ce que la forêt, loin d'être un espace sauvage, est en réalité un lieu façonné par des actions intentionnelles. Que par ailleurs le jardin se donne à voir comme une forêt miniature, c'est ce que l'analyse de la composition et de la disposition des plantes a bien montré. Très grande diversité des cultigènes et des cultivars plantés en combinaison, structure étagée de la végétation, la ressemblance avec la forêt ne peut que sauter aux yeux. De la sorte, lorsque les Alchoirs ouvrent un jardin, ils ne conquièrent pas sur la nature un lieu voué à la culture, ainsi que nos habitudes de pensée européennes pourraient nous conduire à le croire. Ils substituent des plantations humaines imitant la forêt à la plantation d'un esprit imitant un jardin. Reste maintenant à examiner ce dont cette plantation humaine est le signe ou l'image. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.